Bonjour, ça va? Bien. Alors, nous allons tenter de cheminer jusqu'à la compréhension que toute l'histoire de l'humanité que nous vivons est de nature spirituelle. Et, malheureusement, à cause des religions, le terme spirituel a un peu perdu son sens. Le dogme l'a emporté sur la raison. Il y a une chose importante à signifier, c'est que il ne s'agit pas de noirs de type négroïde lorsqu'on parle des noirs. C'est pas forcément, ce ne sont pas forcément des noirs de type négroïde. Je vous l'ai dit, il y a tous les phénotypes dans l'Homo sapiens qui lui est noir. Il y a effectivement les noirs de type négroïde, hein, incontournablement, mais il y a aussi tous les autres phénotypes mongoloïdes qui vont donner les asiatiques, australoïdes qui vont donner les, les aborigènes d'Australie, mélangés avec ceux qui allaient après devenir les asiatiques, on a les malgaches, et il y a ceux qui les premiers ont émigré vers le monde, le reste du monde, qui sont sortis d'Afrique, dont l'Europe. Ok? Tout repose, toute la compréhension repose sur Néandertal. Il faut toujours revenir à ce monsieur. Donc, comme je l'ai dit, hein, pour moi, Néandertal n'est pas un homo. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas naturel. Ce qui démontre qu'il n'est pas naturel, c'est précisément cet ensemble de dysfonctionnements génétiques dont il était victime. Ok? Je pense qu'on va revenir sur ce point majeur. Alors aussi, oui, très important, j'appelle ceux qui se font appeler blancs, je les appelle achromatiques parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont achromatiques. Ils ne sont pas blancs du tout. Je l'ai déjà dit, je le répète, et c'est important d'un point de vue psychothérapeutique. Lorsqu'on voit quelqu'un qui se fait appeler blanc, ce qu'on voit en vérité, ce sont ces vaisseaux sanguins par transparence. Pour preuve, dès lors qu'il a soit des émotions, soit qu'il est malade, enfin, pour diverses raisons, on va le voir devenir rouge, bleu, vert, donc violet, parce qu'il est achromatique. C'est très important de nommer les choses le concernant de cette façon-là, pour des raisons psychothérapeutiques, uniquement, puisqu'il est identifié à quelque chose qui n'est pas. Il s'appelle, il se définit selon ce qu'il n'est pas. Vous me direz, à juste titre, dans ce cas, les noirs ne peuvent pas s'appeler noirs non plus, puisqu'ils ne le sont pas, d'un point de vue de l'optique humaine. C'est vrai. Cependant, toujours dans un souci psychothérapeutique, il faut appeler les noirs noirs. Parce que justement, eux sont, malheureusement pour beaucoup, dans le rejet de, de quelque chose
de divin, le mélanine, qui est donc l'hormone qui permet de se protéger, entre autres, hein, du rayonnement ultraviolet, et qui est carboné, donc noir. Selon la quantité de mélanine dont on dispose, on sera plus ou moins brun jusqu'à presque noir. Il n'y a pas beaucoup de noir en vérité. Noir de chez noir. Il y a des gens qui tirent vraiment vers le noir, mais personne n'est absolument noir. Il aurait beaucoup de chance celui-là, en fait, parce qu'il serait très chargeant de mélanine. Donc, pourquoi c'est psychothérapeutique d'appeler les noirs noirs? Puisque nous nous rendons compte que un travail d'ingénierie sociale a été mis en place pour qu'il soit dans le rejet de le mélanine. Vous comprenez? On n'est pas dans quelque chose de racial. Le racial, je vous ai déjà dit, ça n'existe pas, il n'y a pas de race. On est dans un autre domaine. D'accord? Dans le domaine de la génétique, mais qui en fait cache quelque chose de bien supérieur. Une quête spirituelle. Voire une guerre spirituelle. C'est pas seulement une guerre, il y a une quête et il y a une guerre, les deux en même temps. Nous avons donc des personnes qu'on va appeler noires. On affirme qu'ils sont noirs pour des raisons psychothérapeutiques. On leur recolle leur étiquette, t'es noir, t'es pas autre chose. Et de toute façon, si tu penses que tu ne l'es pas, crois-moi que les acromatiques vont te le rappeler. Donc, mieux vaut que tu le crois. Certains, notamment en Afrique, surtout, utilisent des crèmes éclaircissantes. On comprend pourquoi, puisqu'un travail d'ingénierie sociale a été mis en place, et que plus on est chargé en eumélanine, plus on est rejeté par cette société mondiale qui est chapeautée par ce qui est au-dessus des Yamnaya et que nous nommons Norma One. Même si je l'ai déjà dit, même si on ne connaît pas ce terme, ce nom, Norma One, tout le monde peut en vérité le comprendre et le reconnaître. Parce que, ainsi que ça a déjà été dit, il y a l'inconscient qui détient toute l'information, parce que l'inconscient est rattaché à la mémoire supplémentaire, qui est la mémoire génétique, et il y a le conscient, qui est conscient quand il veut bien être. D'accord? Mais dans l'inconscient, il y a toute l'information. Donc, Norma One existe dans l'inconscient. Entre l'inconscient et le conscient, il y a ce qu'on appelle le gardien du seuil, c'est-à-dire une force qui maintient l'information dans le domaine du subconscient, hein, inconscient et subconscient c'est pareil, dans le domaine du subconscient pour ne pas que ça émerge dans le conscient. Ça provoque toujours, l'information, la vérité, provoque toujours un effondrement de sa structure. On vit dans un monde, on vit dans une croyance en fait. Le monde dans lequel nous vivons est une croyance, nous croyons qu'il est tel qu'il est. Et si des informations majeures venaient à déséquilibrer notre représentation qui est structurante de notre mental, eh bien on craindrait l'effondrement
mentale, voire existentielle. C'est juste une sorte de système de sécurité, on va dire, le gardien du seuil. Ok? Outre la crème éclaircissante, il y a d'autres formes de crème éclaircissante. Je vous ai dit dans la vidéo qui s'appelle L'autorité légitime que, à mon époque, waouh, à mon époque, dans les années 80-90, une voie était ouverte qui était l'américanisation des Noirs européens par le terme black, et ce terme black était une crème éclaircissante permettant aux Noirs, peut-être pas toute l'Europe, hein, mais en tout cas au moins la France, d'être acceptable et donc accepté socialement. Je vous ai dit que cela reposait sur le débarquement des Américains, dont des Noirs américains, sur les côtes de Normandie, et que était superposée à ce qu'ils étaient l'idée du sauveur. Donc c'est une image valorisante, l'idée du sauveur, et ils avaient un style américain différent qui impressionnait les Français. Plus toujours ce travail d'ingénierie sociale où l'image de l'Américain était magnifiée à travers notamment Hollywood. Ainsi, dès lors qu'un noir était américain, donc black, il était beaucoup mieux accueilli en France que l'aurait été ou que l'étaient d'autres noirs. D'accord? En sachant que durant la Deuxième Guerre mondiale, ont participé, et très activement, beaucoup de noirs, notamment des Antillais, il faut le savoir, et également, évidemment, ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas particulièrement sénégalais. Hein. C'est une sorte de fourre-tout, un tirailleur sénégalais. C'était tous les Africains qui participaient à la guerre au bénéfice des Français. Ok? Donc, dans les années 80-90, Jean-Paul Goude a lancé ce slogan « Black is beautiful » et les Noirs qui se sont accaparés ce concept de black sont devenus d'autres types de Noirs, socialement, hein, plus sur deux, etc., à la condition d'être un tantinet américanisé, on entrait partout. D'accord? C'était, waouh, la libération, fausse libération. Cette fausse libération, ce faux sentiment d'être accepté, qu'il s'agisse par le biais de crème éclaircissante ou par le biais de programmation neurolinguistique, hein, c'est de la PNL, hein, ça s'appelait Black, ce n'est qu'un mot, et pourtant ça affecte, enfin un mot avec beaucoup de connotations derrière, ça affecte la psyché de l'homme, et ça modifie l'image qu'il a de lui-même, et donc son implication dans la société et cette assurance nouvelle qu'il acquiert. L'aspect négatif de cela, c'est que, évidemment, c'est de la sorcellerie, c'est de la PNL. Il n'est pas black. Et d'ailleurs, black
ne fonctionne que dans les pays qui ne sont pas anglophones. Parce que black dans les pays anglophones, ça veut juste dire noir. Donc ce n'était pas salvateur d'être black aux États-Unis. C'était même le contraire. Donc non, c'était salvateur dans les pays non anglophones d'Europe, parce que justement, par-dessus noir, on appose l'américanisation, black, et c'est par l'américanisation que le noir est tiré vers la société qui était blanche, achromatique. Ok? Voilà. Donc c'est la même chose, crème éclaircissante ou black, le mot black, c'est la même sorcellerie, on va dire. D'accord? Alors, on va revenir sur le Néandertal. Je ne dis pas l'homme de Néandertal, hein, parce que pour moi, ce n'est pas un homme. À ce propos, pour mieux comprendre ce que je veux dire, c'est que vous savez qu'il y a eu une intelligence artificielle à l'apparence de femme qui a reçu en Arabie Saoudite le statut de citoyen. Vous commencez à comprendre? On est d'ores et déjà dans ce que j'ai nommé la boucle rituelle de réitération. On a nommé homme un robot biologique, parce que le Néandertal était un robot biologique, on l'a nommé homme. On nomme au moins citoyen, citoyenne, hein, parce que c'était une sorte de... C'était une sorte d'aspirateur, hein, parce que c'est pas plus qu'un aspirateur. Voilà. On l'a nommé, au moins, pas encore femme, hein, mais au moins déjà citoyenne avec un statut légal. Vous commencez à comprendre comment on réitère de manière rituelle et en boucle les mêmes dramas, le même premier drama. Il faut avoir bien compris le drame cosmique, le drame originel, pour comprendre sa réitération. Donc là où moi je vous conduis, c'est aux origines. Et c'est par la compréhension des origines qu'on comprend tout ce qui se passe après. Ok? Alors, on va revenir sur plusieurs choses. Ah, ouais, je vous ai dit, je vais vous mettre une vidéo après, qui appartient à quelqu'un. Sa chaîne, c'est Le Mémorieux. Donc, comme d'habitude, je vais mettre le lien vers la vidéo originale. Vous serez libre de vous abonner à la chaîne du Mémorieux. J'essaie de faire des choses de manière courtoise, c'est-à-dire que j'emprunte sans lui demander sa vidéo pour pouvoir illustrer mon propos ou le compléter. À minima, non seulement je le cite, je mets un lien vers sa chaîne et je vous invite à vous abonner, d'autant plus que sa chaîne est vraiment pas mal. Voilà. Je vous ai dit que je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, qu'importe, que les achromatiques étaient foncièrement des nazis. Qui ça, on dit, mais de quoi il parle? On monte doucement. Alors pour ceux qui prennent cette vidéo en cours là, vous ne comprendrez strictement rien. Je vous invite à descendre dans les vidéos et de commencer au minimum par celle qui s'appelle... comment je l'ai nommée celle-ci? Le choc révélatoire. Ce sont des étapes qui montent progressivement.
mon modus operandi n'est pas du tout didactique. Le monde didactique, c'est le côté droit. Je m'occupe du côté gauche. Même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, si vous regardez les vidéos en montant niveau après niveau, vous allez comprendre, et ce que moi je souhaite, c'est que vous compreniez, par l'émergence de l'information qui vous appartient, dans votre subconscient, de telle façon que cette information passe par-delà le gardien du seuil jusqu'au conscient. Et là, puisqu'il s'agit de votre propre vérité, qui est inscrite dans le seul livre saint que je connaisse, à savoir l'ADN, c'est la génétique, vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même. En revanche, le gardien du seuil fera tout pour que vous n'accédiez pas à cette information, pour des raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc, je vous ai dit que les achromatiques étaient des nazis, et que le nazisme n'a pas commencé en 1933 avec l'émergence du NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. C'était une émergence d'une chose, c'était une émergence, une manifestation de quelque chose qui a toujours existé, ou qui existe depuis la fabrication de Néandertal, et qui continue aujourd'hui encore. D'accord? Je ferme une chose qui s'est ouverte. Oups. Donc on va plonger de nouveau dans cette vérité qui ne peut échapper à personne. En vérité. On va revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense pas, parce que j'ai l'impression que la caméra elle est un peu... Voilà, je vais baisser un petit peu. Voilà. Je vais reculer la caméra, reculer l'écran. Donc, premier aspect, c'est que dès lors que l'on représente l'homme de Néandertal, c'est toujours achromatique. Il n'y a pas d'homme de Néandertal noir. Il n'y en a pas. Jamais. Il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. D'accord? L'homme de Néandertal ne peut être que achromatique. Achromatique n'est pas blanc. Blanc n'existe pas. Il n'a pas la peau blanche. Il est achromatique. Or, être achromatique dans la nature ne peut pas être. Il n'est pas possible d'être naturel et achromatique à la fois. Ce qui est achromatique, c'est ce qui est couvert de poils. Et auquel cas, les poils servent de protection, et auquel cas, on n'a donc plus besoin nécessairement d'être protégé par le mélanine. Dès lors que l'on voit Néandertal comme ça, là, qu'on voit sa peau, c'est donc que cette peau était couverte de poils et que les poils sont tombés. Tout simplement. Nous avons vu dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, que Néandertal était une somme d'aberrations génétiques. Il était difforme, il avait des maladies, bon, bref, il buguait dans tous les sens, il était condamné à mort. Et la perte de ses poils, qui a laissé apparaître sa peau achromatique, est
une des manifestations de son anormalité génétique. Il ne faut pas comparer la peau des achromatiques actuels à la peau de Néandertal. Les achromatiques actuels sont tous des croisements d'avec l'homme noir qui s'appelle Homo sapiens, ou l'Homo sapiens qui est nécessairement noir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de race. Il y a une espèce légitime voulue par, allez, on va dire Dieu, le Dieu de la vie et de la nature, procédant selon ses modalités. Les modalités, quelles sont-elles? C'est l'évolution allant de l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. D'accord? Là où vous allez commencer de comprendre qu'il s'agit d'une guerre spirituelle, c'est que l'on a bel et bien une évolution, une progression, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Mais qui vous a dit que ça s'arrêtait à Homo sapiens? Homo sapiens est ou était une étape dans un processus purement spirituel d'incarnation de la vie vivifiante dans la vie vivifiée. Ce processus n'était pas terminé. D'accord? Nous avons vu que tous les hommes, bon, je vous invite à regarder ce site, realhistory.www.com, qui est intéressant, mais une grossière erreur s'est glissée dans ce site, c'est que ce site présente les achromatiques comme étant des albinos. C'est absolument faux. Les achromatiques ne sont pas des albinos. Les albinos ont les yeux bleus et parfois rouges. Or, les achromatiques ont les yeux originellement sombres, marron. D'accord? Donc ce ne sont pas du tout des albinos. Je vous ai dit, ce sont originellement des Néandertaliens. Nous l'avons déjà vu clairement, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein. Bon, voilà. Hein. Voilà leur représentation. On reconnaît quand même le bonhomme, ok? On sait qui est qui. On ne va pas se tromper. En revanche, on ne trouvera jamais un Homo sapiens blanc d'avant la rencontre fortuite entre Homo sapiens et Néandertal. Jamais. Parce que Homo sapiens est noir. Pas forcément négroïde, mais assurément noir. Donc, nous voyons des êtres ici, dits hommes anciens, et sa première civilisation. Donc,
c'est ce qu'on appelle l'ancien monde. Et cet ancien monde, on peut reconnaître qu'il est juste magnifique par l'art on y trouve, les, les, les constructions prodigieuses, vertigineuses. Est-ce que vous savez qu'il y avait un pont qui reliait l'Inde au Sri Lanka? C'est juste impossible, impensable aujourd'hui. Et pourtant, c'est là. Ça a donc été fait. Tout comme la grande pyramide de Khéops est là. Elle a été faite. Tout comme ce que vous voyez est là, cela a été fait. Et ça a été fait par qui? Homo sapiens. Vous constaterez, relativement à l'ancien monde, ceci, la marque de ce qu'on appelle le troisième œil, qu'on retrouve également chez les anciens Égyptiens, sous la forme d'un serpent, un cobra royal, l'Uræus. Donc nous voyons bien que Homo sapiens, les hommes anciens, étaient tous noirs. Même si on ne voit pas la couleur, on voit pour le coup le phénotype négroïde. Mais encore une fois, tous les Homo sapiens n'étaient pas négroïdes. Donc vous allez pouvoir trouver des sculptures qui vont vous laisser supposer qu'il s'agirait de blanc, d'achromatique, parce que vous allez regarder exclusivement le phénotype, tandis que ils sont noirs. Là, vous voyez bien, le troisième œil, il est clairement apparent, là. On sait de quoi on parle. On le voit ici aussi. Donc, Homo sapiens était toujours en phase d'évolution en vue de l'incarnation parfaite et totale de... Bon, on l'appelle le créateur. Mais ce terme-là me semble pas refléter correctement ce que moi je voudrais faire passer. Alors je dirais le générateur. Ok? Celui qui est capable de générer, entre guillemets, ex nihilo, à partir de rien. Mais c'est pas tout à fait vrai. Le rien en question n'est pas le nihil qui n'existe pas. Voilà, ok? Bien. Alors, j'avais fait une comparaison entre cette représentation de Néandertal qui dans cette représentation n'est pas dans son état originel. Il est déjà sans poil. Donc il est déjà vulnérable et agressé par les radiations ultraviolettes du soleil. Il ne réagit pas comme les achromatiques d'aujourd'hui sous le soleil. Il est irradié, clairement. Il est en souffrance totale. La vie est son ennemi. Le soleil qui est la vie est son pire ennemi. Il est en colère. Il est fou furieux. Ok? Il faut l'avoir bien compris pour comprendre ce qu'il va faire après. Il meurt. Mais il meurt de tout. Alors, je l'avais comparé à ce monsieur
Et vous voyez qu'il y a une ressemblance frappante. Et ce monsieur est le chef du groupe, de mercenaires Wagner. C'est peu visible là, mais vous voyez qu'il a les runes SS, comme les avaient les SS, hein, les nazis. Et vous voyez qu'il a l'aigle SS qui est tatoué ici. D'accord? Vous pourrez toujours chercher un chef de Wagner, et vous voyez plein de photos. Ok? On retrouve sur le logo de Wagner la tête de mort, comme on la retrouve chez tous les nazis connus, hein, le Troisième Reich. Alors, nous avons deux groupes qui aujourd'hui se font la guerre, alors même que ce sont les Yamnaya, pratiquement d'origine, puisque les Yamnaya étaient originaires de cette région qui inclut la Russie et l'Ukraine. L'un dit à l'autre « tu es un nazi », et l'autre dit à l'un « c'est toi le nazi ». L'un appelle l'autre nazi, d'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, Google a fait une sorte d'épuration de photos, là, d'évidence, parce que du côté ukrainien, croyez-moi, ce sont aussi des nazis. Bon, là, on voit au moins, ils font le salut nazi, mais j'ai voulu vous montrer les tatouages, et étonnamment, ça a disparu. On ne voit plus que ce tatouage-là, misanthropique. Bon, déjà, ça parle assez, misanthrope, ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est très, très important, hein, misanthrope. Il n'aime pas les hommes. Bon, là, on voit clairement le symbole nazi, la svastika, qui est... Bon, ce sont des nazis. Mais tous sont des nazis, même s'ils ne le savent pas. Ça va être très difficile de vous conduire jusqu'à cette compréhension. Pour moi. Hein. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de photos. Google a nettoyé toutes les photos qui montraient les corps couverts de tatouages clairement nazis. Ah là on voit, c'est pas un tatouage, mais au moins on voit sur le... Non, même pas. Non, on voit pas grand chose. Je pense que ça a été super nettoyé. On voit en revanche une rune qui est une écriture qu'utilisaient les nazis. Là, ces tatouages, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous verrez que le bataillon Azov utilise des symboles qu'utilisaient les nazis du Troisième Reich, comme le soleil noir, les runes, et vous aurez la vivacité d'esprit de rechercher l'ésotérisme. Voilà, c'est là où on commence à voir que les choses sont de nature spirituelle. L'ésotérisme qui sous-tendait la quête mystique des nazis. Ok ? Donc, il y a 40 000 ans, je vous rappelle ce que j'avais déjà lu, hein, un groupe de chasseurs-cueilleurs aux yeux marrons et à la peau et les cheveux foncés, descendants de migration partis d'Afrique, il y a 100 000 ans, venaient s'installer dans la steppe pontique au bord de la mer Noire. Ok ? C'est à ce moment-là qu'ils rencontrent l'homme de Néandertal. Ils rencontraient et se mélangeaient avec l'homme de Néandertal. Je vous ai dit que non, ils ne se mélangeaient pas au sens
Attendez, je vais tourner la caméra. Au sens on est amis, etc. Pas du tout. Rien à voir. Non, on n'était pas du tout amis, mais carrément pas. Alors ceux qui ont émigré vers, il y a 100 000 ans, vers les steppes d'Asie centrale, ont été très proches des Dravidiens. C'était donc des Noirs, mais avec des traits plutôt fins, lèvres fines, nez aquilin, cheveux raides, comme des Dravidiens. C'était pas des Dravidiens, hein. Les Dravidiens sont arrivés après. Mais ils étaient un peu pareils. Et comme je vous l'ai déjà raconté, Néandertal était mourant en tant qu'espèce, hein, totalement mourant, et pour continuer de vivre, il a eu besoin d'un autre corps que son corps défaillant, mal conçu par les ingénieurs génétiques qui l'ont conçu. Et la solution qu'il a trouvée, la seule, c'était de violer les femmes Homo sapiens pour s'accaparer leur génétique et ressortir avec une génétique améliorée. Bon, c'est pas au premier enfant que ça s'est fait, hein. Tout ça, ça se déroule sur des milliers et des milliers d'années, hein. Dans sa folie, il s'est idéalisé. Puisqu'il était condamné à mort, et que il se créait lui-même, entre guillemets, hein, alors il s'est projeté. Il a vu l'idéal. Brad Pitt. Voilà. Je veux être Brad Pitt. Et en voulant devenir Brad Pitt, à force de violer les femmes et de produire des enfants, il a construit la race, sa race, comme on construit des races chez les animaux. Il n'y a pas de race non plus chez les animaux, hein. Les chiens de race, ce sont des croisements d'animaux qui manifestent ce qu'on voudrait qu'ils manifestent. C'est-à-dire, si on trouve deux chats à poil long, ben on va les faire, et qu'on veut avoir un chat à poil très long, ben on va faire se croiser ces chats à poil longs, et ben finalement, ça fera une race de chats à poil long, et on va les nommer. Ben, eux ont fait exactement la même chose. Ils se sont construits en tant que race, et l'aboutissement du Néandertal, c'est pas le Yamnaya. C'est dans le Yamnaya l'arien. L'arien, c'est la merveille des merveilles. Dans la projection idéalisée du Néandertal, et donc du Yamnaya, et arriver à cette idée de perfection, il a fermé la porte. Il a dit, ça c'est moi. C'est moi. Souvenez-vous que tout cela, c'est une construction mentale, hein, ça n'existe pas. Ce qui existe réellement, et qui a été voulu par la vie, c'est l'Homo sapiens, qui est noir, avec plusieurs phénotypes. Ce qui est achromatique n'a pas été voulu par le Dieu originel, le Dieu de la vie, mais par des ingénieurs génétiques, des entités, dont Zecharia Sitchin
nous parle par le biais d'une traduction, à mon avis, falsifiée des tablettes sumériennes, falsifiées parce que c'est bourré d'incohérences, hein, d'accord? Toutes ces choses ne sont pas telles qu'on voudrait nous les présenter. Mais on a cela, donc il faut s'appuyer dessus, hein, quand même. Et je vous ai dit, restez toujours circonspect et apportez toujours votre propre recherche, compétence à l'acquis. Rien n'est jamais acquis, en fait. Ok? Vous allez voir, je vais vous demander quelque chose. Ça, quand vous allez regarder ce travail fait par le mémorieux concernant l'invasion indo-arienne, je vous demanderai de considérer ce travail comme si vous ne saviez pas tout ce que je vous avais dit, et les deux, et de me dire comment vous auriez compris ou ce que ça vous aurait fait de voir sa vidéo sans avoir les clés que moi je vous donne. Et ça va vous donner un élément de comparaison. Ok? Et ça, moi, ça va m'être utile. Donc, excusez-moi, là je reçois des messages. Je dois fermer parce que sinon je vois plus rien. On a une fiction, une pure fiction, qui est le produit du viol de Néandertal commis sur, et du meurtre, hein, des hommes, hein, évidemment, commis sur les femmes Homo sapiens, une génétique forcée, née de la colère et de la peur aussi, et la grande peur au fond. Hein, il faut avoir de l'empathie, hein, même pour Néandertal, il faut se mettre dans sa peau pour pouvoir comprendre. Tu te rends compte, hein, c'est juste gigantesque. Et de la terreur et du dégoût de la femme Homo sapiens. Voilà la fiction qui est née. D'accord? Donc, le seul réel de cela, finalement, ce qui est, l'étant du verbe être, c'est Homo sapiens. Seul Homo sapiens est légitime, puisqu'il vient du Dieu créateur, générateur de tout ce qui existe. Et Homo sapiens nativement désigné pour incarner la divinité. D'accord? Nous avons une rupture nette de cette incarnation de la divinité dans le monde physique et naturel, parce qu'il y a eu interférence. L'interférence fut le bric-à-brac qu'a produit Néandertal, et les guerres de rupture de cette évolution naturelle, notamment par la destruction totale de l'ancien monde, avec une très 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 grande guerre qui s'est déroulée. Hein. C'est peut-être la première guerre mondiale, la vraie, ce qui était l'invasion de ceux qu'on appelle les peuples de la mer, qui ont détruit toutes les civilisations méditerranéennes, qui étaient forcément
noir. Ok? Maintenant que vous êtes un peu mieux informé, vous pouvez comprendre que la guerre, qui au début était une guerre pour la simple survie, le vol de la génétique d'Homo sapiens, Néandertal entre dans une génétique qui n'est pas la sienne, mais qui au moins elle, est fonctionnelle, puisque son bricoleur, à lui, c'est un petit rigolo, et qu'il n'est pas foutu de faire une créature qui fonctionne. Ça, c'est l'apparence des choses. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que tout cela n'était pas voulu? Est-ce que réellement, ceux qu'on appelle les Anunnaki ont produit Néandertal dans le seul but d'aller travailler dans les mines pour leur trouver de l'or, l'ont abandonné sur place in fine. Tout ça, ça me paraît pas très cohérent. Il y a des choses qui sont factuelles. Et on fait avec le factuel, c'est là. Factuellement, il y a bel et bien une créature appelée Néandertal, et cette créature bug de A jusqu'à Z, ce qui démontre que c'est pas une créature voulue par la vie. Ceci a été dit, hein, même dans la Bible. Alors il faut savoir que l'histoire de la Bible, de la Genèse, n'est pas la Genèse de l'Homo sapiens. Ah non, 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 non. C'est la Genèse de celui qui s'appelle Adamou, autrement appelé Loulou, qui est néandertal. Et donc qui était purement masculin, mâle, à l'origine. C'est pour descendre dans les mines, hein, t'as pas besoin d'être... mieux vaut être mâle, hein, au fond, que femelle. Donc il était uniquement mâle, pendant une longue période. Et les généticiens, les entités venues d'ailleurs, l'ont fait mâle et femelle après. Ce qui lui a permis de se reproduire dans son espèce. Mais cette espèce n'étant pas naturelle et légitime, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'ordo ab chaos. C'est chaos ab chaos. Donc il y avait un ordre premier avec un schéma d'incarnation de la divinité à travers l'évolution d'une espèce. Cette évolution a été stoppée net et un nouvel ordre mondial est apparu il y a 100 000 ans. Donc quand tu parles du nouvel ordre mondial, ça fait longtemps qu'il est là, le nouvel ordre mondial. Claire Sévrac est une femme qui était bien éclairée. Elle a écrit un livre qui s'appelle La guerre contre les peuples. Elle subodorait quelque chose, mais c'était bien au-delà de la guerre contre les peuples. C'est la guerre contre Dieu, contre la divinité, contre l'évolution telle que, par voie naturelle, elle aurait dû être. Et le remplacement de la créature élue et légitime, Homo sapiens, par une nouvelle créature qui a été fabriquée par le génie génétique. Et là où je voulais en venir, c'est que est-ce que la somme de bugs qui le composait ne faisait pas partie d'un scénario où il était déjà programmé que ces ingénieurs, qui ne sont pas des créateurs, qui sont des ingénieurs, qui ne sont pas, en plus, pire encore, des générateurs, ils ne peuvent
agir que sur ce qui est déjà là. Ils peuvent modifier les choses. Ce qui est déjà là est vérité. Le mensonge ne peut exister que en manipulant des objets qui, eux, appartiennent à la vérité. Ils sont. D'accord? On ne peut pas créer un mensonge. On ne peut pas générer un mensonge. On ne peut que manipuler la vérité. Ce qui est. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Ok? N'avait pas la compétence, de produire, de créer une créature viable dans la nature, pouvait faire un bricolage dont la finalité est le chaos, comme toute chose artificielle. Mais cependant, cette chose artificielle est allée pirater le naturel pour lui extraire sa vérité et s'accaparer la vérité pour que le mensonge devienne la nouvelle vérité. Que le nouvel ordre mondial, voire même, c'est même pas voir, c'est le nouvel ordre cosmique soit mis en place. Tu comprends? Donc il ne s'agissait pas d'une simple guerre contre les peuples, il s'agit d'une guerre contre l'Homo sapiens, directement, et contre celui qui a produit les primates, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, pour enfin avoir le véritable Homo Deus. Or, nous constatons que les Yamnaya d'aujourd'hui, par le génie génétique, l'intelligence artificielle, etc., par l'artifice, donc le mensonge, veulent obtenir la même chose Homo Deus, d'un faux Deus. Tu comprends? La voix, c'est la chromatique. La chromatique ne se sent blanc que parce qu'il est identifié à l'artifice. Mais d'un point de vue génétique, réellement, il est doté en très grande partie de la génétique de l'Homo sapiens. Donc il est noir. C'est en ce sens que je dis que les achromatiques sont des noirs clairs de peau. Tu comprends? On peut faire une gamme pantonique hein, allant du noir de mon chapeau jusqu'au transparent, parce que en fait c'est pas jusqu'au blanc, c'est jusqu'au transparent, puisque il est achromatique, donc c'est jusqu'au transparent, ok? On peut. À partir de quand est-on un noir? Ou cesse-t-on de l'être? Tu vois? Donc, étant un composé essentiellement d'Homo sapiens, c'est pour te dire que le machin là, qui a été fabriqué, il vaut pas grand-chose, hein, parce que la part majoritaire de cette invention, aujourd'hui, c'est Homo sapiens.
Donc il s'agit d'un vol de ce qui est, de la vérité, pour construire le mensonge. Il faut voler de la vérité, il faut poser de la vérité, il faut prendre ce qui est, et ce qui est vraie vérité, manifeste, générée, créée, générée. Le truc à la Gérard Majax, c'est l'artifice. C'est une manipulation génétique, une manipulation de ce qui est et qui était déjà intrinsèquement parfait. Parfait pour aller jusqu'à l'incarnation complète de la vie vivifiante dans un corps vivifié, selon des modalités particulières, dites naturelles. Il y a un côté séduisant dans l'artifice. C'est la vitesse à laquelle ça va. Ça t'apporte des solutions immédiatement. Mais il faut se souvenir que chaos a chaos. Point. Ou plus exactement, c'est un peu plus subtil que ça. Effectivement, on peut dire ordo ab chaos, mais en boucle constante. Et c'est là le drama. C'est que ordo ab chaos, ordo ab chaos, et ainsi de suite, à n'en plus finir. Tu comprends? Tu achètes une voiture, elle est superbe quand tu l'achètes, elle est toute neuve, magnifique. Dès lors que tu commences à l'utiliser, elle entre dans le chaos. D'accord? Et tu es toujours obligé d'intervenir pour corriger le chaos. Dans l'ordre naturel, il n'y a pas de chaos. Lorsque un arbre s'effondre, 100% de ce qui le compose va revenir à la Terre et va rentrer dans un cycle naturel de régénération. Bref, il n'y a rien à faire, quoi. Juste, tu regardes pousser, c'est tranquille. À la limite, tu plantes une graine. Ça va, pas trop de boulot. Alors que dans la version nouvelle de l'ordre, l'esclavage est immanent, puisqu'il faut maintenir ce qui est en train de s'effondrer à la seconde même où ça a été produit. Tu comprends? Donc je vais te mettre cette vidéo du Mémorieux, celui qui s'appelle Le Mémorieux. Tu pourras aller voir sa chaîne. Je ne sais pas si j'ai été très, très explicite, hein, mais ce n'est pas très important. On est dans l'enseignement du côté gauche, donc tout ce que je te dis, tu l'entends. Ça rentre à l'intérieur et ça va ressortir. Oui, important. Donc, l'achromatique doit cesser de s'identifier à cette fiction. Et pour cesser de s'identifier à cette fiction, il faut qu'il regarde le Néandertal comme ce qu'il est. Et le Néandertal, c'est juste un robot biologique à qui on a criminellement donné la faculté de se reproduire. Ça, ce fut un crime cosmique. Jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un robot biologique, je te l'ai dit, c'était borderline, mais ça allait encore. À nous,
le chef des Anunnaki ne voulait absolument pas maintenir ce robot biologique en vie. Il savait que c'était un crime cosmique. En revanche, Enki, qui passe pour le gentil de l'histoire, son père, à nous, l'appelle Satan. Il faut le savoir. Parce que Enki a maintenu le robot biologique en vie et l'a fait homme. C'est lui qui lui a attribué la classification homo, en sachant qu'il ne pouvait pas l'être. Et que pour pouvoir demeurer, il fallait qu'il aille voler la génétique de l'homo véritable. Le seul, l'unique. Donc créer le drame cosmique. Je t'ai montré l'apothéose. Je ne sais pas si je vais trouver ça rapidement. Voilà, si, je vais trouver ça rapidement. L'apothéose. Tellement de choses dans mon ordinateur, excuse-moi. Même l'ordre alphabétique ne me suffit plus. Au moins, il faut déjà que je me souvienne de la façon dont j'ai nommé les choses pour que l'ordre alphabétique fonctionne. Bon, mais je vais taper comme ça sur mon ordinateur, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop, go. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Donc l'apothéose. C'est bel et bien cela. C'est bel et bien le cœur de la basilique du Sacré-Cœur, hein, cette peinture que l'on trouve, hein, où tous les achromatiques dont le pape donne la planète Terre à un homme déifié blanc. Tandis qu'il n'y a pas d'homme blanc. Ça n'existe pas. Il y a juste un foutu putain de Néandertal qui a perdu ses poils et qui a été construit de manière totalement grotesque. Par des incompétents, ou pire, des très compétents qui sèment l'incompétence parce qu'ils savent pertinemment que cette incompétence sera corrigée par Néandertal lui-même, qui ira voler la génétique parfaite de l'élu. Donc, il s'agit bel et bien que ce soit les mêmes achromatiques dont l'autorité spirituelle représentée par le pape, et en fait toutes les autorités qui remettent la planète à qui de droit. C'est ça l'apothéose. Celui d'origine. Mais cela ne peut être fait que si les achromatiques cessent de s'identifier à l'arien, et c'est leur cas aujourd'hui, hein, ils se prennent pour la 8e merveille du monde, les légitimes, les ceci, les cela, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une escroquerie à grande échelle. Enfin, si ce n'était que l'escroquerie, ça irait. C'est le crime cosmique, le drame cosmique. Et pour ce faire, il est nécessaire pour eux de comprendre ce que je te fais comprendre, mais ils ne le peuvent comprendre que... Ils ne le pourront pas comprendre d'un point de vue intellectuel, c'est pas la voie. Mais que, en allant chercher l'information par-delà le gardien du seuil, dans le domaine du subconscient, et le ramener dans le conscient. Là, le choc révélatoire, et là, l'acceptation totale de sa véritable nature, à savoir de, maintenant, Homo sapiens, donc noir, clair de peau. Bon.
pense que j'en ai beaucoup dit aujourd'hui, alors je vais m'arrêter là et je te souhaite une bonne méditation. Ciao! Récemment, une étude publiée dans le numéro de Genome Research provenant d'une équipe internationale dirigée par Michael Bamshad à l'université de l'Utah affirme qu'en Inde, les membres des castes de rang supérieur sont génétiquement plus similaires aux Européens, tandis que les castes inférieures sont plus similaires aux Asiatiques. Ce travail, qui constitue l'étude la plus complète à ce jour, à propos de la constitution génétique des différentes castes en Inde, souligne de fait l'existence de migrations de peuples blancs dans l'histoire indienne, mais également de leur implication au sein de cette région du monde. L'étude compare les variations de l'ADN héritées par la mère, les variations héritées par le père et les variations héritées par les deux parents entre 265 hommes indiens de différentes castes et 750 hommes africains, européens, asiatiques et autres indiens. La comparaison détaillée a révélé que les similitudes génétiques entre les Indiens et les Européens ont tendance à augmenter avec le rang de caste. Les origines des Indiens actuels sont un sujet passionnant car résultant d'une histoire assez complexe. Si à l'origine étaient présents en Inde des populations dites proto-asiatiques, il y a environ 4000 à 5000 ans, selon les chercheurs, des hommes de la langue indo-européenne en provenance d'Eurasie occidentale sont entrés dans ce qui constitue l'Inde actuelle, plus intéressant encore, sachant que les membres des castes de rang plus élevés présentent une relation génétique plus étroite avec les Européens que les castes de rang inférieur, étant donné l'interdiction des mariages intercastes, il semblerait que ce sont ces migrants d'Eurasie qui ont établi le système actuel de castes hindous en se nommant logiquement à des castes de rang plus élevé. De plus, les scientifiques ont trouvé des tendances différentes en comparant les variations héréditaires maternelles mitochondriales et les variations héritées paternellement par le chromosome Y. L'ADN hérité de la mère dans les populations indiennes était globalement plus similaire aux Asiatiques qu'aux Européens, bien que la similitude avec les Européens augmentait avec le rang. L'ADN paternellement hérité, en revanche, était globalement plus similaire aux Européens qu'aux Asiatiques. Ces résultats soutiennent l'idée que les Aryens, europoïdes, qui ont migré vers l'Inde, se sont mêlés aux populations autochtones, étaient pour la plupart des hommes, et qu'ils avaient tendance à s'insérer dans des positions de haut rang dans le système de caste hindou, indien, en développement. Les résultats de cette récente étude corroborent donc largement avec les travaux archéologiques et linguistiques qui firent consensus depuis le XIXe siècle pour une origine indo-européenne de la plupart des hauts fondements de la société indienne, tant sur le pôle linguistique avec le sanskrit que technologique et culturel. Mais une question demeure, pourquoi des hommes blancs auraient-ils migré jusqu'en Inde pour s'y installer et créer le système de caste? En premier lieu, les spécialistes décrivent l'arrivée vers l'an 1800 de peuples indo-européens qui pénètrent dans le bassin moyen du fleuve Indus. Ces peuples sont des nomades pasteurs, c'est-à-dire où le bétail est mené en troupeau dans le but de trouver de nouveaux pâturages. Ces nomades, contrairement aux populations asiatiques autochtones, maîtrisaient le cheval, le char de guerre et même le fer. Ces nomades furent appelés les Indo-Aryens, une branche indo-européenne. Ils proviennent d'Asie centrale et parlent des langues proches de l'iranien ancien, apparentées aux langues dites indo-européennes. Selon la majorité des études actuelles, les locuteurs des premières langues indo-aryennes seraient associés à la culture d'Andronovo. La culture d'Andronovo, qui s'étend au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ, pratiquait l'agriculture céréalière de blé et d'orge. Le cheval était d'ailleurs très répandu, et les tribus d'Andronovo étaient des spécialistes dans son élevage. Ils l'utilisaient notamment pour tracter des chars à 2 roues, dont on a retrouvé des exemples dans des nécropoles, qui constituent d'ailleurs les plus anciens exemplaires de chars retrouvés.
la métallurgie était très développée, ils pratiquaient activement la métallurgie du bronze. La culture d'Andronovo est issue d'une migration provenant de la culture de la céramique cordée en Europe du centre-nord, qui est une culture indo-européenne également très liée à la culture de Yamna. Il s'agit donc d'une vague indo-européenne originaire d'Europe, qui serait à l'origine de la branche des langues indo-iraniennes dont proviennent les Indo-Aryens. Ainsi, les Indo-Aryens sont une extension de la culture indo-européenne de Yamna vers l'est. En fait, on distingue deux groupes originaires de la culture d'Andronovo qui descendent vers le sud, les Indo-Aryens et les Indo-Iraniens. En effet, on retrouve certains mots empruntés au finno-ougrien qui ne se retrouvent qu'en indo-arien et non en indo-iranien. En outre, les Indo-Aryens et les Indo-Iraniens avaient apparemment déjà commencé à diverger au moment de ces contacts, et lorsque les deux groupes se sont déplacés vers l'est, les Iraniens ont poussé les Indo-Aryens qui doivent alors se diriger vers le sud. Dès la fin du 3e millénaire, ils seraient ainsi présents dans l'actuel Turkménistan. Une partie d'entre eux s'oriente ensuite vers l'ouest et prend la tête du royaume de Mitanni, pendant que d'autres se fixent en Iran ou poursuivent leur route vers l'Afghanistan et le nord de l'Inde, où les premiers arriveront au début du 2e millénaire. En fait, après l'installation des Indo-Aryens en Bactriane, au sud-est de l'actuel Ouzbékistan et au nord de l'Afghanistan, ils ont laissé leur empreinte sur une civilisation de l'âge du bronze, datée de -2100 à -1700. On l'appelle la civilisation bactro-margienne. À partir de la Bactriane, ils ont migré vers l'Inde du Nord et ont communiqué aux autochtones leur langue et leur culture. À ce stade, leur langue est appelée le védique, parce qu'elle est celle des plus anciens textes indiens, les Védas. Une forme évoluée du védique est le sanskrit. Les langues indo-européennes parlées en Inde en dérivent toutes. Cependant, il subsiste actuellement dans ce pays des langues non indo-européennes comme les langues dravidiennes et les langues munda. C'est tout simplement que lorsque les Indo-Aryens arrivèrent en Inde, ils rencontrèrent les peuples dravidiens, un ensemble d'origines génétiques mixtes qui se forma initialement en raison du mélange de cueilleurs-chasseurs sud-asiatiques indigènes et de fermiers néolithiques asiatiques occidentaux d'Iran. Ces peuples, présents avant les Indo-Aryens, forment un groupe linguistique, celui des langues dravidiennes. Désormais, maintenant que l'immigration des Indo-Aryens en Inde a été clarifiée, nous allons traiter de leur épopée et de l'influence qu'ils eurent dans cette région du monde. Déjà, la civilisation bactrio-margienne, énoncée précédemment, s'oppose aux autres cultures du Proche et du Moyen-Orient de l'époque par la qualité et l'importance de ses armes. Ces sites ont livré des forteresses, des palais et des cimetières. Son art, sa poterie montrent des affinités avec les plus grandes cultures périphériques. Ce que révèle l'archéologie, c'est que cette civilisation s'étend comme nous l'avons émis durant la seconde moitié du 2e millénaire vers le sud et vers l'Indus. En effet, il ne fait guère de doute que les hommes de Bactriane aient été les porteurs des langues indo-aryennes, dont précisément d'autres représentants se répandirent vers la même époque à l'ouest, en Mésopotamie, mêlés au peuple des Kassites et des Hourites, et jusqu'à la Palestine, où on comptera à Jérusalem un roi au nom indo-aryen. En tout cas, ceux qui l'emportèrent furent les plus guerriers et les mieux armés. Il fallut peu de temps aux Aryens, munis de terribles chars de guerre et d'armes plus perfectionnées, pour soumettre les populations locales. D'ailleurs, le Rig Veda, le plus ancien recueil d'hymnes indiens, ne connaît pas l'Inde. Les fleuves qu'il nomme sont dans les actuels Pakistan et Afghanistan, ce qui souligne bien l'origine de la conquête indienne, par le nord. Cette conquête entraîna l'effondrement de la civilisation de la vallée de l'Indus qui occupait cette région avant l'arrivée des Indo-Aryens. Si peu d'éléments prouvent une invasion impliquant des destructions massives, les études de 2018 confirment bel et bien la thèse indo-aryenne avec l'apparition soudaine d'un apport génétique europoïde durant la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ dans cette région. Ainsi, la migration indo-aryenne, correspondant évidemment au locuteur de l'ancêtre du sanskrit védique dans cette région, est prouvée par la génétique. Cependant, les Aryens auraient rapidement dominé l'espace sans occasionner beaucoup de dégâts ou de morts au vu du peu de découvertes archéologiques qui témoigneraient de ces scènes de violence. En outre, les Indo-Aryens arrivèrent en Inde par divers facteurs,
liées à des pressions démographiques venant de l'Ouest ainsi qu'à la quête de l'aventure et du bonheur. Comme d'autres peuples nomades, les Aryens excellaient à la guerre, grâce à la maîtrise du cheval, du char et du fer. C'est en l'an 1000 avant Jésus-Christ qu'ils réussirent à étendre leur contrôle sur toute l'Inde à des degrés différents. Ils abandonnèrent de ce fait la vie pastorale pour s'insérer en haut de la structure sociale agricole. Cette migration est évidemment un bouleversement pour la région qui se voit transformée par ses nouveaux chefs. La modification la plus importante par rapport aux sociétés dravidiennes antérieures est que les Aryens constituent une société de classe. Ils vont se distinguer des populations indigènes qu'ils soumettent et les considèrent comme inférieures. Ainsi naît la formulation d'une théorie des classes, la théorie des Varnas. Le mot Varna signifiant couleur en sanskrit, puis le rang. La société est répartie en brahmanes qui assurent les services religieux. En dessous d'eux sont les guerriers, puis les propriétaires, cultivateurs, et enfin les petits agriculteurs et éleveurs. La quatrième classe, celle des Shudras, est métissée avec la population indigène. Les Varnas constituent donc la première figuration du système des castes que l'on trouva. Comme dit en début de vidéo, les études génétiques récentes confirment que les hautes castes présentent des origines européennes, tandis que les castes inférieures sont surtout asiatiques. Outre ces transformations sociales et technologiques, s'opèrent en Inde avec l'arrivée des Aryens des transformations religieuses. En effet, la période védique est la période pendant laquelle certains concepts majeurs de l'hindouisme trouvent leur genèse, la loi du karma et la réincarnation. Ils accordent crédit à la croyance d'une continuation de l'existence après la mort et pensent que nos actions dans cette vie détermineront notre prochaine vie. L'obligation fondamentale est celle du dharma, c'est-à-dire l'ordre des choses, d'abord ordre cosmique dans sa régularité, aussi d'ordre social par le système de caste basé sur des différences biologiques et culturelles, véritable point d'ancrage de la spiritualité aryenne. D'ailleurs, la réincarnation fournit une base religieuse au système des castes. Elle justifiait les privilèges de ceux qui sont au sommet, car ils n'auraient pas de tels privilèges s'ils ne les méritaient pas. Et si l'élite était spirituelle, elle était également guerrière, incontestablement. La bravoure au combat était dans cette société l'idéal le plus élevé. Les Indo-Aryens vouaient un culte au soleil, sacralisaient le cheval et adoraient les forces naturelles, telles que Indra, le dieu du tonnerre et de la guerre, Varuna, le dieu de l'eau, Ani, le dieu du feu, Pavana, le dieu du vent, Ashvini, le dieu des herbes, Surya, le dieu du soleil, Soma, le dieu de la lune, Brahmana, le dieu créateur. Cet enseignement proviendra de sages et de chefs spirituels indo-aryens qui donneront ensuite naissance au bouddhisme actuel. Rappelons les 32 caractéristiques physiques de Siddhartha Gautama, vu comme le premier, le plus pur et le plus parfait Bouddha à qui on lui attribua les yeux bleus. D'ailleurs, les premières représentations qui ont été faites de lui le décrivent unanimement de type plutôt européen. La toute première représentation de lui, retrouvée dans le cercueil de Bimaran, qui date du 1er siècle de notre ère, le décrit comme n'ayant pas les yeux bridés. Il a les cheveux lisses, et la forme du visage est clairement originaire de l'Ouest eurasien et ne provient pas d'Asie. On s'éloigne donc des représentations actuelles que l'on se fait du premier Bouddha, qui serait un asiatique bridé, tantôt mince, parfois gros. Ces représentations sont purement subjectives et sont l'avènement de populations asiatiques bien postérieures, qui n'ont pas vécu en Inde à cette époque. Il est donc préférable de rester vigilant sur l'image que l'on se fait de Siddhartha Gautama, sachant que comme nous l'avons vu auparavant, la situation ethnique de la région à son époque n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Siddhartha Gautama, qui fonda le bouddhisme, permit son extension à l'Asie orientale et au sud-est asiatique. Cependant, cette religion fragilisa le système des castes aryennes. En effet, le Bouddha a rejeté de nombreuses idées contenues dans les textes Védas. Il osa contester l'autorité des prêtres hindous, les brahmanes, et le bien fondé de la hiérarchie de la société qui s'était établie sur tout le territoire à cette époque. Les premiers écrits aryens révèlent qu'entre 1500 avant Jésus-Christ et 400 ans avant Jésus-Christ, les dirigeants aryens, connus sous le nom de Rajas, c'est-à-dire des princes, ont dominé la plus grande part de l'Inde. D'ailleurs, la proportion d'Indo-Aryens se raréfiait à mesure que l'on descendait vers le sud. C'est ce qui explique que les royaumes qui dominèrent la région seront originaires du nord de l'Inde.
à la suite des migrations aryennes, va se créer les grands royaumes. Ce sont d'anciens royaumes indiens que les anciens textes bouddhistes comme l'Anguttara Nikaya décrivent comme étant au nombre de 16. Ils ont évolué et se sont épanouis dans une ceinture qui s'étend du Gandhara dans le nord-ouest à Anga dans la partie orientale du sous-continent indien. Le 5e siècle avant Jésus-Christ, date de ces royaumes, est souvent considéré comme un tournant majeur du début de l'histoire indienne. Le Magadha est le plus grand des 16 royaumes de l'Inde ancienne. La première référence au Magadha se trouve dans l'Atharva Veda, qui appartient au corpus des hymnes védiques que nous avons présenté précédemment. Deux des grandes religions de l'Inde, le jaïnisme et le bouddhisme, ont des racines dans le Magadha, ainsi que deux des plus grands empires de l'Inde, l'empire Maurya et l'empire Gupta. Ces empires, indo-ariens, sont responsables du progrès de la science antique de l'Inde, notamment dans les domaines mathématiques, astronomiques, philosophiques, médical et spirituel, et sont considérés comme l'âge d'or de l'Inde. D'après les travaux publiés en 2001 de Michel Waldschmidt, il n'y a pas de traces de mathématiques en Inde antérieures à 1500 avant Jésus-Christ. Avant l'arrivée des Ariens, on ne trouve pas dans la civilisation de la vallée de l'Indus, vers 3000 ans avant notre ère, de mathématiques, outre quelques outils de mesure, et l'écriture n'est pas encore déchiffrée. L'Atharva Veda, provenant de la période védique entre le 2e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ énoncé précédemment, est le premier texte hindou à entretenir un rapport avec la médecine. Il identifie les causes de la maladie comme étant des agents causaux vitaux et non hiératiques. En lien avec la nature, les Indo-Ariens découvrent les propriétés de certaines plantes et créent des différentes mixtures qui ressemblent aux propriétés antibiotiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'Atharva Veda peut prétendre être l'un des premiers textes de l'humanité à avoir registré l'usage d'agents antibiotiques. Pour Geoffroy Clauch Ainsworth, mycologue et historien des sciences britanniques, l'Atharva Veda, livre sacré de l'hindouisme, était annonciateur de la mycologie, la connaissance des champignons et de leurs effets, notamment thérapeutiques. L'astronomie indienne est une des disciplines auxiliaires associées avec l'étude des Védas. Le premier texte relatant d'astronomie en Inde est le traité de l'Agada, daté de la période de l'empire Maurya, de -322 à -180. Comme pour d'autres traditions, l'application de l'astronomie était essentiellement religieuse. Les premières informations concernant les connaissances astronomiques indiennes sont contenues dans le Rig Veda et portent les mouvements des planètes, du Soleil et de la Lune. Les astronomes indo-ariens utilisaient des modèles numériques leur permettant de décrire les irrégularités des trajectoires du Soleil et de la Lune. Au 5e siècle, les astronomes sont capables de calculer des dates de levée héliaque, les phases de la Lune, les positions des planètes ou encore de prévoir les éclipses. Le royaume de Magadha est donc un élément important dans la compréhension de l'histoire de l'Inde antique. Les plus anciens peuples sanskrits fondaient leur empire, et par la religion et par le glaive, couvraient l'Inde septentrionale de moissons, de villes, de palais et de temples. Plusieurs fois, ce grand empire changea de dynastie. Après le royaume de Magadha, les deux principales dynasties qui reprendront le flambeau et marquèrent le plus l'histoire indienne fut l'empire Maurya, puis l'empire Gupta. La dynastie des Maurya, sous Ashoka, fut responsable de la prolifération des idéaux bouddhistes à travers l'ensemble de l'Asie de l'Est et du Sud-Est asiatique, modifiant fondamentalement l'histoire et le développement de l'Asie dans son ensemble. Les Aryens ont donc joué un rôle majeur dans la civilisation indienne antique et en sont même les principaux fondateurs. De la mer du Nord jusqu'au Gange, le groupe génétique des Européides s'étendait. À la mort d'Ashoka en 232 avant Jésus-Christ, ses fils se disputent l'empire. Aucun d'entre eux n'a l'envergure de leurs ancêtres et progressivement les gouverneurs s'émancipent de l'autorité centrale. L'armée, immense mais inactive depuis des décennies, ne réussit pas à éviter la conquête du Punjab par les Gréco-Bactriens en 185 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, le dernier empereur Maurya, Brihadratha, est assassiné par un de ses généraux, qui fonde la dynastie Shunga et rétablit l'hindouisme avec vigueur. L'Inde se retrouve de nouveau morcelée, les différents royaumes luttent les uns contre les autres pour une domination régionale, situation qui perdure jusqu'à l'avènement des Gupta au milieu du IVe siècle. La dynastie Gupta a régné de 240 à 550 après Jésus-Christ environ. L'empire des Gupta a été l'un des plus grands empires politiques et militaires dans l'Inde ancienne.
Cette période a été appelée l'âge d'or de l'Inde et a été marquée par des réalisations importantes de la science dans tout domaine confondu, mathématiques, technologiques, artistiques et philosophiques, qui ont cristallisé les éléments de ce qui est généralement connu sous le nom de la culture hindoue. Le système de numération décimale, y compris le concept du zéro, a été inventé en Inde au cours de cette période. La paix et la prospérité, créée sous la direction des Gupta, a permis la poursuite des activités scientifiques et artistiques de l'Inde. Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent à dire que ces sciences en doivent beaucoup aux apports occidentaux, grecs avant tout. Ainsi, les migrations venant de l'Ouest eurasien sont essentielles dans la compréhension de la civilisation indienne et de son âge d'or. On comprend mieux pourquoi Aryan ou Arya est un terme qui signifie noble ou honorable. Ce nom possède cet avantage précieux d'avoir été choisi par les tribus mêmes auxquelles il s'applique. Les peuples aryens étaient donc, d'après leur propre désignation, des hommes honorables, dignes d'estime et de respect. Si à première vue il pourrait s'agir d'une dénomination à la portée hautaine, nous avons démontré que les peuples blancs, précisément la branche indo-aryenne, a apporté beaucoup à l'Inde antique, tant sur la structure sociale et politique du pays avec l'importation de nouvelles croyances qui feront émerger l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme, que technologique avec l'apport du char et du fer, ou dans les sciences, où l'Inde prospère. En somme, la force de l'Inde a longtemps résidé dans l'apport de peuples venant de l'Ouest eurasien. Il ne s'agit pas ici de nier l'existence d'une culture indienne singulière, mais de nuancer sa singularité au vu des éléments anciens et nouveaux que nous disposons, afin d'expliquer de manière plus rationnelle une partie de son origine. L'existence curieuse de groupes indiens aux yeux bleus, aux cheveux clairs et aux traits européens, avec la corrélation de leur rang social ou de leur situation géographique, n'est désormais plus un mystère et encore moins un hasard de l'histoire. De même pour l'importance que les Indiens accordent au char et à la roue dans leur mythologie et qui fut une importation indo-européenne. Le Mahabharata, traduit en Grande Inde, est l'une des plus importantes épopées sanskrites de la mythologie hindoue. Le récit nous raconte les épreuves subies par les 5 frères Pandava et leurs cousins les Kauravas pour la conquête du pays des Aryas, c'est-à-dire des Aryens au nord du Gange en Inde. C'est l'un des 2 grands poèmes épiques de l'Inde, fondateur de l'hindouisme, avec le Ramayana. Il relate de 2 empires dotés d'une technologie époustouflante. Mis à part la mythologie, plus récemment, le drapeau indien représente le chakra d'Ashoka, qui symbolise la roue éternelle de la loi. Ces mêmes roues foulèrent pour la première fois la terre indienne il y a 3 millénaires et étaient dirigées par des hommes aux cheveux clairs. Ces derniers, après avoir établi un grand nombre de royaumes et de savoirs, disparaîtront par les guerres. L'empire Gupta sera un des derniers royaumes indo-aryens. Il sera envahi par les Huns et pris fin en 550 de notre ère lorsqu'il se désintégra en royaumes régionaux après une série de faibles dirigeants et d'invasions de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Le mélange des populations sera aussi responsable de la disparition des Européides, puisque les règles fondées sur le système théorique des castes n'étaient pas respectées par toute la population. Pour finir, le caractère primitivement organisateur de la civilisation indienne s'est progressivement altéré et transformé à mesure que les Indo-Aryens subissaient eux-mêmes de tels effets. Cet élan permit à la civilisation de continuer pendant une durée plus ou moins longue l'entretien des domaines acquis grâce à l'impulsion donnée par un peuple qui cependant a disparu et qui ne demandait plus qu'à être redécouvert.